C'est parti, premier épisode du podcast, le Call Show. C'est quoi le Call Show? Ben, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur l'univers des sports de combat. On va vous parler de jiu-jitsu brésilien, de MMA, de boxe. Je dis on parce que je suis pas tout seul là-dedans. Mon chum, Mathieu Davio. Pourquoi t'es là? Ben, parce que tu m'as invité, premièrement. Merci, Pat, en passant. Ben, je suis là pour être un peu ton co-host, comme on dit en bon anglais. Je vais emmener ma petite touche. Ça fait 16 ans que je suis dans l'univers des arts martiaux mix, ceinture noire du jiu-jitsu brésilien. C'est mon dada dans la vie, tu le sais. Je suis un peu un geek de ça. J'ai emmené ma petite touche, puis je suis vraiment fébrile de jaser de tous les sports de combat. Je suis pas content que tu sois avec moi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui connaît ça. J'avais besoin de quelqu'un qui sait de quoi que je vais parler, qui est dans le domaine encore. Puis en plus, tu parles bien, t'es un politicien en plus. Je sais pas si quand même. J'ai une belle campagne électorale en ce moment en plus. Ça prenait quelqu'un de cute, mais pas autant que moi, par exemple. Non, ben, c'est correct. Une side chicks. Hey, c'est notre premier show. On a un show ultra chargé, évidemment, parce qu'on va vous parler de nouvelles qui s'en viennent, de nouvelles passées. On va avoir des nouvelles aussi qui nous ont fait écarter les yeux, qui ont fait mal aux yeux aussi. Ouais, exactement. Fait qu'on commence tout de suite. Yes. On va commencer avec le premier round. Round 1. Matt, le premier round, c'est quoi? On parle des nouvelles. On fait un recap un peu de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Mais là, c'est le premier show. On fait un recap du dernier mois. On a du rattrapage à faire. Il y a eu de l'action en masse en octobre. Hein? Exact. Surtout pour des athlètes québécois dans le sport de combat. Kim Clavel, qui est devenue championne du monde encore une fois le 28 septembre. Mais attends, Kim, on va pas en parler tout de suite. OK? Parce que c'est une fille, tu veux passer ça vite? Non, okay. On n'est pas eu lucide podcast, ça. Là. Okay, les filles, on les aime, on lui fait de la place, on les respecte. Non, c'est parce que Kim, ça va être notre première invitée au podcast cette semaine. Donc, je suis super content. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va être capable de s'entretenir avec elle puis jaser de ça. Donc, c'est pour ça qu'on va passer au prochain sujet, exact, plus rapidement. Mais c'est vraiment cool ce qu'elle a fait, par exemple. Oui, exact. Un gars qu'on n'entend pas beaucoup parler, Jonathan DiBella. Hein? Champion du monde de kickboxing. Un maître de son art, honnêtement. N'importe où ailleurs dans le monde, ça serait une méga vedette, surtout en Asie. Mm-hmm. Il est une grosse vedette en Asie. Au Québec, personne ne le connaît ou à peu près, à part les initiés. Là. Ben, exact. Fait que Jonathan DiBella, il est devenu champion du monde de kickboxing pour une deuxième fois. Il s'est battu, là, je l'ai écrit parce que c'est pas facile à prononcer, là. Prachankrai, en tout cas, whatever, en Thaïlande. Et honnêtement, ce gars-là n'a pas assez de reconnaissance ici au Québec. Définitivement. On le sait tous, tout le monde rêve de passer, tout le monde en parle, ces choses-là, mais on ne peut pas passer tout le monde, mais c'est le genre de gars qui brille à l'international, un peu comme Georges au début de sa carrière. Mm-hmm. Georges Saint-Pierre était plus connu partout ailleurs dans le monde qu'au Québec, puis il était déjà champion du monde. Ce gars-là, il gagne à être connu. Un bel athlète en plus, une belle personnalité, je pense, puis un chic type, à ce que j'en ai vu de lui. Là. Ouais, ultra spectaculaire. Il se bat pour le ONE FC en Asie, qui est une des grosses organisations. Oui, ils font des arts martiaux mixtes, mais vraiment plus du kickboxing avec des coupés dans les jambes. Tellement spectaculaire que le président de ONE FC, Chatri Sityortong, il a donné 50 000 de bonus à cause de sa performance. Honnêtement, c'est spécial. Puis, je veux dire, là-bas, il se promène, là, il se fait accrocher par tout le monde. Là. Exact. On sait, le fanbase asiatique puis tout est très, très, très fan, justement. Puis, tu sais, c'est ça un peu le défaut en Amérique du Nord. One, c'est pas évident à écouter non plus. Télévisuellement parlant, c'est difficile à regarder. Moi, je suis un mordu du sport de combat. Je pense pour ça que je suis là. Des fois, j'essaie de regarder le volet de jiu-jitsu qu'ils font. Ils ont des gros noms, les Rutulos Brothers. Où ça joue, on le sait pas. Je trouve ça dommage pour ce gars-là, mais c'est une vedette internationale. Là. C'est ça qui est fou. Mais s'il y avait plus de pubs autour de lui, on le saurait. Exactement. Ça s'est passé le 4 octobre dernier. Cherche où est-ce que ça a été annoncé ici au Québec. Personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce que c'est à lui de mieux se vendre ou à l'organisation de One de mieux vendre ses vedettes en dehors de l'Asie? Mais bonne question. OK, j'ai une autre question pour toi. C'est un champion des poids pailles. C'est un petit poids. Ouais. Est-ce que c'est encore vrai, ça, que ça vend un peu moins, c'est moins attrayant pour le monde? Je pense que ça va toujours être vrai, malheureusement. T'sais, moi, j'aime ça. T'sais, exemple, à la boxe, je trouve, exemple, j'étais un fan de Floyd Mayweather. Peut-être pas l'homme, mais le boxeur en tant que tel. C'est moins vendeur que les fameux champions poids lourds. Oui, malheureusement, gagne à l'UFC. Demetrius Johnson, qui est un des meilleurs de tous les temps, finalement, l'UFC l'ont échangé à One. Oui, ça va un petit peu moins, puis c'est malheureux, mais allez voir ce gars-là. T'sais. C'est drôle, tu dis ça, parce que tout le monde disait que Demetrius Johnson était le meilleur combattant livre pour livre. Tout le monde avait des éloges avec lui, mais personne n'était prêt à le payer pour le voir se battre. Il a fait un main event une fois, je pense, à Montréal. Il fallait toujours le mettre co-main event parce que ça ne vendait pas. C'est dommage, mais on dirait que c'est ainsi fait. On aime voir les gros gars se battre ensemble. Oui, c'est encore vrai. C'est vendeur. Écoute, un autre Québécois qui brille à l'international, Derek Pomerleau, le boxeur. Lui, c'est fou son histoire. Là. Il s'est fait inviter à un tournoi de la WBC
à Riyad, en Arabie Saoudite. Puis là, il est rendu en finale. Honnêtement, c'est un petit gars de 25 ans qui brille là, vraiment. Puis là, lui, honnêtement, ça pourrait être une des prochaines grosses vedettes de boxe ici au Québec. 100%. Puis encore une fois, on n'en parle pas encore beaucoup. Chez Go Sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application gosport.tv, bien, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je veux dire, la boxe a toujours une belle place quand même au Québec, je trouve, dans les médias. Là. Ça, c'est correct. Mais dans son cas, on en entend parler, mais pas tant que ça. Je pense que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas encore c'est qui. Puis c'est majeur. Mais encore une fois, on le sait avec tous les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite qui a investi excessivement en sport, dans tous les sports. Dans tous les sports. Ils take over le sport, même le golf. Emmène ça de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être plus difficile pour le marché nord-américain. Dans son cas, c'est excellent, ça donne une belle visibilité mondiale, mais allez voir ce gars-là aussi, c'est incroyable. Ah, écoute, moi j'ai boxé avec une fois. Ah ouais? Il m'a fait mal sans faire exprès. En plus. Il m'a couché au corps. Pour vrai. Puis tu sais, c'était vraiment... J'allais dire, c'était pour le fun, là, mais quand même, un super bon gars, très vendeur, sympathique. Puis là, il a la chance de devenir champion de ce tournoi-là. Puis quand même, c'est 220 000 US. On sait que tu n'as pas des grandes bourses avant un méchant bout d'un sport de combat. Exact. Fait que ça, c'est intéressant pour lui. Fait que ça va se passer le 20 décembre. Il va se battre contre Dion Biggs. C'est un Australien de 22 ans en finale. Donc peut-être que Noël, pour lui, du monde, ils vont recevoir des plus gros cadeaux. Ça va être différent. Puis on aura l'opportunité d'en reparler, j'imagine, à l'approche du combat. C'est quand même majeur. 100%. Derek Pomerleau, 15 victoires, 11 KO. Donc je peux te le dire, là, il est solide. Il vend. Exactement. Je veux qu'on parle, on parlait de jiu-jitsu brésilien, t'es ma référence de jiu-jitsu brésilien, t'es calé là-dedans. L'UFC, présentement, font des événements de jiu-jitsu brésilien professionnels. Ouais. Parle-moi un peu de ça, parce que ça s'appelle UFC BJJ. Il y a des grandes vedettes qui ressortent de là. Il y a quelques controverses aussi. Une des plus grandes vedettes qui ont fait, présentement, ils veulent mettre le visage de l'UFC BJJ, c'est Musumeci. Ouais. Mikey Musumeci. Ouais. Dur à dire rapidement. Musumeci, ça. exact. Ouais, il est dur pratiqué, à dire. Mais j'ai bien il est tough, celui-là. Ouais, super intéressant. L'UFC faisait déjà des événements de Jiu-Jitsu depuis quelques années déjà, les UFC Invitational qu'ils appelaient. Maintenant, ils ont décidé, comme une météorite, sont apparus en mai. Ils ont lancé le show. On sait que le UFC aime diversifier depuis quelques années. Bon, il y a eu le Power Slap, là, mais UFC puis fait des petits sauts dans la boxe des fois. Puis c'est super intéressant parce qu'ils reprennent vraiment la formule du UFC, mais au Jiu-Jitsu. Système de points complètement différent. Le Jiu-Jitsu, on est habitué soit à des points ou des super fights sans temps limite. C'est un peu éclaté. Eux, c'est des 3 rounds de 5 minutes, jugés 19, 18, comme dans un combat d'UFC. C'est vraiment intéressant. C'est fait dans une espèce de pit qu'on appelle. Il ne faut pas utiliser le mot pit parce qu'il y a une controverse là-dessus. C'est le bowl qu'ils appellent. Fait que vraiment intéressant, l'UFC met de l'argent là-dedans, essaye de promouvoir le sport, justement, Mikey Musumeci en tête. Des beaux événements, j'ai tout écouté à la date, ils en ont 3 déjà. Puis au début, ils ont bien fait ça. Ils ont fait le lancement avec une espèce d'Ultimate Fighting version Jiu-Jitsu, tough, là, comme tu as déjà participé, avec 2 coachs, Mikey Musumeci, puis c'était Mathias Gabriel qui se battait pour la ceinture, puis il y avait vraiment une télé-réalité. Puis ils ont vraiment bien fait ça. À date, c'est intéressant. Je pense que l'enjeu pour le UFC BJJ, c'est d'attirer plus de vedettes. Parce qu'on le sait, le monde du jiu-jitsu, c'est très éclaté. C'est un écosystème en soi. Là, on a toutes sortes de personnages dans le jiu-jitsu. Des Craig Jones de ce monde. Fait essayer de ramener ça dans une ligue, un monopole comme le UFC, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Ils ont signé des gros noms. On pense à des Mason Fowler, les frères Tackett qui sont excitants. On en reparlera dans d'autres occasions. Raquel Canuto et son mari Renato également. Bref, ils ont vraiment signé beaucoup de monde, mais le roster n'est pas encore super profond encore. Mikey Musumeci qui a gagné justement le 2 octobre contre Kevin Caruso, soumission, Mikey Locke, son classique. C'était le fun, mais Mikey Musumeci est comme trop bon en ce moment. Mais c'est-tu la bonne personne pour faire avec le visage de ça? Mikey Musumeci a sorti au cours des dernières années contre les stéroïdes dans le sport. Plutôt, il y a une belle image propre. Contrairement à l'autre qui est... À Gordon Ryan, c'est ça. Qui fait la promotion de ça. C'est le contraire, tu sais. Oui et non, je te dirais. Il se fait beaucoup critiquer en ce moment. Mikey, c'est une bébête en soi. Okay? Il a une personnalité particulière. Quand même une belle personnalité, mais très renfermé, on va dire, très factuel puis tout. Puis des fois, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il répond aux fans de façon un peu cavalière puis tout, accepte pas beaucoup la critique. Puis malheureusement, c'est
c'est pas un personnage. Toi-même, Pat, tu le dis tout le temps, la business de sport de combat, c'est une business de spectacle avant tout. Mikey n'est pas excitant. Les deux frères Tackett, je vais vous en reparler un jour, mais allez voir ces gars-là. Showtime. Les gars, excusez le terme, ils ont une belle gueule. Ils sont baveux en plus, donnent un show. Mikey, c'est pas ça. Fait que l'enjeu pour le UFC BJJ, c'est d'amener... puis écoutez, dans le jiu-jitsu, on en a des gars comme ça. Il va falloir juste les signer, puis... ces gars-là, on parlait du jiu-jitsu professionnel, là, ces gars-là, ils font-tu de l'argent? Font-tu, je veux dire, on parle des Gordon Ryan, on parle des autres, on dirait qu'ils roulent sur l'or, on dirait qu'ils sont... Il y en a qui font bien de l'argent là-dedans. Là. Gordon Ryan est millionnaire, chef de file, juste avec la vente de ses fameux instructionals, ces DVD, comme on disait avant, d'instruction. Il fait des millions avec ça sur BJJ Fanatic. Oui, il y a de l'argent maintenant dans le jiu-jitsu. Puis ce que je trouve intéressant, ça a vraiment commencé depuis une couple d'années. ADCC avait commencé ça, à payer les athlètes un peu. Il y a eu de la controverse. On vient d'assister à 2 tournois en 1 an et demi de 1 million de Craig Jones. Donc, tu gagnes le tournoi, tu fais 1 million. C'est quand même quelque chose. C'est à Vegas, hein? Oui, il y a eu lieu à Vegas. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le jiu-jitsu, en tout cas, pour les combats d'entrée dans le UFC, exemple, un pas de côté de ce monde qui rentre dans l'UFC, les salaires d'entrée sont ordinaires, on va se le dire. Ordinaire. Ben, UFC, en jiu-jitsu, tu peux aller chercher de quoi de similaire. C'est ça que je trouve intéressant. Puis le lendemain, tu te bats quand même si tu veux. Tu peux te battre la fin de semaine d'après. C'est pas aussi exigeant qu'un combat. Oui, tu peux te faire briser un bras, mais tu n'as pas l'aspect des concussions puis tout ça, des commotions cérébrales. Fait que moi, je pense qu'il y a de la belle argent à faire là-dedans, puis l'argent commence à rentrer tranquillement. Puis l'UFC BJJ, monopole, oui, mais je vois ça comme d'un bon oeil, honnêtement. Mais pas juste l'argent, parce que j'ai comme l'impression, tout à l'école, j'ai comme l'impression que ce sport-là, depuis les 5-6 dernières années, le jiu-jitsu brésilien a pris vraiment un envolé, surtout sur les kids. Ben oui. Moi, mes cours d'enfants, j'ai 30 quelques enfants par cours. Je veux dire, c'est phénoménal. Puis, il y a vraiment un envol. C'est accessible quand même. C'est comme un sport de combat que tu peux te battre pour vrai à chaque cours, mais tu ne manges pas de coups d'en face non plus. Ça attire tout le monde en plus. Ça attire les gens un peu plus geeks. C'est un sport très geek, le jiu-jitsu, autant que le gars en grosse shape qui veut faire du jiu, qui se fait des fois humilier par une fille quand il commence. Fait que c'est vraiment nice. Puis autant pour les enfants, meilleur sport qu'il n'y a pas. Fait que le jiu-jitsu a explosé dans les dernières années, puis on le voit avec des trucs comme le UFC BJJ. Ben, c'est ça dont t'en parles, parce que, tu sais, on a un ami, Lucianucci, qui a une école aussi à Rosemère, un exemple, One Jiu-Jitsu, qui, je pense qu'il y a 100 enfants. C'est 100 kids qui font du jiu-jitsu là, avec les parents qui les amènent, puis ça leur montre une confiance en soi. Ils commencent à comprendre comment leur corps marche, puis ils peuvent contrôler quelqu'un sans y faire mal. Exact. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça... Tu sais, il n'y a pas de frappe aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des bons puis des mauvais gyms de jiu-jitsu brésilien, comme dans tous les arts martiaux. Sauf que, tu sais, moi, on s'en a déjà parlé. Si tu me demandes un conseil, où m'envoyer mes enfants faire des arts martiaux mixtes, je vais tout le temps t'envoyer vers le judo, le jiu-jitsu brésilien, la 100%. Lutte, peu importe, pour savoir comment ton corps marche. Si tu peux comment ton corps marche, puis si tu contrôles où le combat va, tu as déjà une bonne longueur d'avance. Donc oui, un sport en pleine ascension. Puis écoute, quand des mégapoles comme le UFC investissent là-dedans, ça en dit long, je pense. On va parler beaucoup de ça du jiu-jitsu parce que c'est... moi, c'est un art que... Ça me fait de la peine qu'on en parle autant, mais c'est correct. On va en parler beaucoup de ça pour faire découvrir justement ce sport-là aux gens, puis qu'ils comprennent c'est quoi l'ampleur de ça. Puis honnêtement, on va finir là-dessus pour le jiu-jitsu, mais on en a parlé souvent. Souvent, tu arrives là, puis tu viens accro d'une shot. T'sais, même si tu te fais brasser le premier cours de quoi de même, tu restes accroché. C'est addictif parce que justement, comme tu dis, c'est une leçon d'humilité en partant. Quand j'ai commencé le jiu-jitsu, je te voyais dans un cours au Orion à Longueuil. J'étais wow, pas de côté. Moi, j'étais un gars de football, de hockey, tu es quand même solide. Puis, tu te fais humilier par un gars de 135 livres. Ouais. Puis c'est un sport qui finit jamais. Ça fait 16 ans que j'en pratique, probablement à chaque jour de ma vie. J'apprends encore des choses. Je coach les enfants, je coach les adultes, puis j'apprends encore tous les jours. C'est addictif au bout. Bien, on va en reparler, ça, c'est sûr. On va faire cette transition-là, UFC BJJ, à l'UFC comme tel. Oui. On va revenir sur l'UFC à Vancouver, qui a eu lieu tout un show. Honnêtement, du gros succès pour les Canadiens qui est là. Si vous avez suivi sur TVA Sport quand on a fait ça, on essaie d'être impartial. C'est dur. Moi, je suis pas capable. Ben non. Puis surtout avec ce qui s'est passé avec Eman Zahabi et Charles Jourdain. Écoute, c'était extraordinaire. Je vais te poser la question, je vais te mettre sur le spot. Let's go. Eman Zahabi, as-tu gagné ce combat-là? Je pense que oui. OK? Je pense que oui. Il y a eu... je pense qu'il y a 2 rounds clairs. Ouais. OK? Il s'est fait rock à un moment donné. Puis, tu sais, il a gagné ce combat-là, mais ça commence à être serré. Tu sais, Eman, puis...
Ça fait 2, là, tu sais, à Oui. Montréal, ici. Moi, je pense qu'il a gagné les 2. Moi aussi. Je pense... C'était plus serré contre Aldo, personnellement. Moi, contre Chito Vera, je pense que c'est Chito Vera qui a perdu ce combat-là. Oui. Plus que Heyman a Il s'est gagné. sorti du combat Puis, complètement. Tu sais comment je l'aime, Heyman. Le succès peut pas arriver à un meilleur gars. Ah, Honnêtement, là, on l'aime, puis on veut qu'il aille plus loin, puis tant mieux. Puis peu importe ce que le monde pense. ça fait longtemps qu'il est là en plus. Là. Ben oui. Ça fait longtemps qu'il est là. Ben oui, puis c'est pas, peu importe ce que le monde pense, c'est pas lui qui décide pour les juges. Là. Fait que, tu sais, il fait sa job. 2 victoires de suite. Il a envoyé José Aldo à retraite. Puis là, Chito Vera qui est... Puis José Aldo, c'était le gars le moins déçu après le combat. Ouais. Tout le monde était scandalisé, puis on a vu des footage en backstage. Gros respect, puis tu sais, les gars, ils disent « You got this », puis tout. Oui, ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Des fois, on a tendance à en vouloir aux athlètes quand il arrive une décision serrée. Hey, c'est pas la faute du gars. Moi, tu me lèves le bras à la fin, je vais le prendre. Exact. Puis dans son cas, c'était amplement mérité, mais c'est des combats serrés, puis on voit qu'il vient de monter contre l'élite mondiale. Sans rien dénigrer de son parcours à date, puis c'est normal, on monte les échelons. Mais là, il vient de pogner Chito Vera, puis une légende, José Aldo. Chito Vera, là, c'est un ancien contender au titre. C'est un gatekeeper maintenant, je pense, dans son rôle, mais de luxe. Là. Chito Vera, le bonsoir donné, peut être champion du monde encore. Tu savais qu'Heyman s'est fait casser le bas. Hein? Ouais. Au deuxième round, ça n'a pas paru. Là, pas vrai. On parle de poker face, peut-être une deuxième carrière en en poker. acting, Parce que... ça en démontre beaucoup, ça, quand même. Ben oui, man. Mais c'est ça, sans être chauvin puis dire c'est le gars de chez nous, c'est sûr qu'il a gagné. C'est un combat serré, mais moi, je pense que la victoire y appartenait. Là. Un autre combat qui n'a pas été serré pantoute, c'est sans équivoque. Charles Jourdain, qui a 135 livres, passe des messages là, depuis qu'il est rendu là. Ben, tu sais, c'est pas son surnom, mais Showtime, on pourrait l'appeler comme ça aussi, tu sais. On parlait tantôt de donner un spectacle, mais tu sais, je pense que Charles Jourdain a compris ça dès le jour 1 dans la MMA. Puis, oui, à 135 livres, il a comme tombé dans la fontaine de jouvence, là. Ça y fait vraiment du bien. Tu à 145 avant, je pense qu'il était petit un peu pour cette catégorie-là. Là, à 135, il passe des messages. Puis c'est une catégorie qui est pas si profonde que ça en même temps. Tu sais, le même mix de combattants se sont battus, affrontés pour le championnat. Ça prend des nouveaux visages. Pourrait monter rapidement. C'est exactement le genre de combattant que l'UFC adore. Honnêtement, l'UFC est bandé sur lui, pour vrai. Là. Puis il n'y a pas une fiche extraordinaire à l'UFC. Mais il faut comprendre, il a commencé à short notice à 155 livres contre Philly? Non, c'était contre Green, si je me souviens bien. Oui. À New York. Après ça, il y a eu des changements d'adversaires souvent à la dernière minute. Fait qu'il y a eu beaucoup d'ajustements à faire dans sa carrière. Je pense qu'il y a une fiche de 8-7 et 1 ou quelque chose de même. Il s'est battu beaucoup à l'UFC. Là. Mais on s'en fout de sa fiche. Parce que ce gars-là, il vend. Puis à toutes les fois qu'il va là, il va là pour faire le spectacle. Puis encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait à Davy Grant? C'est extraordinaire. Honnêtement, le flying knee. Puis de la manière qu'il l'a expliqué, comment il l'avait vu exactement, qu'il l'avait vu, il avait étudié son adversaire, de la manière qu'il l'a passé, c'est incroyable. Puis sa guillotine, il a tellement confiance à ses guillotines. Puis tu sais, il dit lui-même, il dit, moi, mes amenés au sol, là, ma défensive contre mes amenés au sol, n'est pas vraiment bonne. Là. Puis tu sais, c'est comme un running gag, mais il s'en fout. Puis, sa guillotine, il a tellement confiance en sa guillotine qu'il se fait emmener à la terre puis il l'attaque. C'est une menace tout le temps. Fait que ça fait réfléchir le combattant adverse. Puis, écoute, un flying knee, on s'entend, c'est pas comme préméditer un uppercut parce qu'on a vu de quoi dans le camp adverse. Préméditer un flying knee, là, ça prend un bon timing. C'est incroyable. Ça prend un bon timing. Ouais. Est-ce que Charles Jourdain est le combattant canadien le plus spectaculaire qu'on a eu dans l'UFC? Je t'explique. Georges était efficace. Oui. Georges, tu savais ce qu'il allait faire, il le faisait pareil. Là, je te parle de ses adversaires. Il savait qu'il voulait les amener au sol, s'entraînait pendant 2 mois, 3 mois avec les meilleurs lutteurs américains, ou peu importe, puis Georges les amenait sur le cul pareil. David Loiseau, pour moi, a été un des combattants les plus spectaculaires dans ses bonnes années à l'UFC. Ouais. Moi, j'étais prévisible. On s'entend, j'étais spectaculaire parce que j'étais un peu kamikaze, mais j'avais pas le talent à Charles Jourdain. Est-ce que Charles Jourdain, à ton avis, présentement, est le combattant le plus spectaculaire qu'on a eu à l'UFC? Présentement... Au niveau du Québec, clairement au niveau du Québec, au niveau du Canada. Présentement, définitivement, on peut pas dire non. Oui, par ses performances dans l'octogone, il est flamboyant aussi. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Quand il remporte une victoire, il est très expressif. Puis on a besoin de ça, justement, c'est un show. Mais dans l'octogone, oui, définitivement. Tu parlais de Georges. Georges, un des meilleurs de tous les temps, un GOAT. Mais à la fin, quand toute la planète t'analyse, tu peux pas être aussi spectaculaire que des Superman Punch qu'au début et tout. Mais Charles Jourdain, on dirait qu'il s'en fout. Il va à la guerre, c'est un gamer. Oui, de toute l'histoire, j'en vois pas d'autres, en tout cas. En tout cas, dans l'UFC, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Tu sais, je pense à un gars, un de mes bons amis, Johan Lainez, un beau parcours en arts martiaux mixtes, il était à l'UFC aussi.
Mais ces gros highlights ont eu lieu à CFFC en dehors du UFC. Lui aussi, un flying knee, un uppercut. Mais dans l'UFC, il n'y a rien qui ressemble à Charles Jourdain. Non. Ni de près ni de loin, je pense. Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais. Pour vrai, honnêtement, là, il y a eu des... tu sais, on peut parler au début, Carlos Newton était super spectaculaire, mais là, le game a tellement changé. Ben oui. Puis je pense que maintenant, à 135 livres, là, pour vrai, là, avec des performances de même, si tu veux des performances comme ça pour avancer vite dans le classement, Exact. ben, c'est exactement ça qui arrive. Puis il a encore eu un bonus de performance, je pense que c'est son 3e ou 4e. Écoute, c'est assez cool. On parlait de petits poids tantôt qui sont moins vendeurs. 125 est peut-être moins de knockout tout. 135, je trouve que c'est un beau sweet spot. 135, 145 livres, dans les arts martiaux mixtes, en tout cas, il y a des knockouts. Les gars sont juste assez gros pour dire qu'ils ont du power en arrière du gant. Fait que ouais, Charles Jourdain va monter vite, je suis convaincu. Puis la finale de ça, c'était Brennan Allen face à Redder de Ridder. Je pense que Redder de Ridder a pensé over Brennan Allen. Il est arrivé là, il l'a pas respecté, je pense. Il parlait déjà de Khalid Chimaev après. Puis ces genres de combattants, quand ça marche pas bien dans leur facette, ils s'écroulent. Puis moi, honnêtement, là, on s'en est parlé. Ouais. J'ai recherché dans mes souvenirs. Je me souviens pas la dernière fois qu'un combattant a abandonné parce qu'il était fatigué. Il a carrément quit. Ouais. Puis là, je suis un gros fan de Renner de Ridder. Quand il se battait à ONE FC, je le regardais. Ce gars-là a poussé André Galvao dans un super fight de Jiu-Jitsu. Là, c'est le geek de Joe qui parle. Puis t'es comme, oh wow! Moi, je pense que ce soir-là, il avait battu André Galvao dans un combat de Jiu-Jitsu. Ça en dit long. Il est aussi bon qu'on le dit. Mais malheureusement, comme tu dis, il avait un combat d'avance. Quit dans un combat, il était... Ben, toi, tu m'as dit que c'était pas la première fois. Non, il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Je pense que lui, c'est une personnalité en soi. Il a un style très nonchalant. On le voit quand il fait son entrée vers l'octogone et tout. Mais avec tout le talent qu'il a, je suis un peu déçu à ce stage-là que ça arrive de sa carrière. On peut faire des erreurs en début de carrière. Ouais. Mais là, je comprends, la coupe de poids, ça a été difficile, ça a l'air. Mais ça, c'est son 5e combat en 1 an quasiment. Là. C'est trop, à mon avis. Il a changé d'adversaire rapidement. Mais tu sais, je pense que c'est toi qui me disais ça, Pat. C'est lui qui a accepté. Exact. Personne te tord le bras. Ben, des fois, il y a un peu de pression qui vient de l'organisation. Si tu prends pas ça, ben, ça se peut que ça avance moins vite. Puis, mais au bout de la ligne, c'est toi qui prends la décision. Puis tu peux pas prendre ça comme excuse. Je pense pas qu'il a pris bien d'excuses là-dessus. Non, il était correct après. Ouais. Mais je trouve ça dommage parce que là, son jiu-jitsu n'a pas fonctionné, comme tu dis. Ça force. Mais il avait démontré dans le dernier combat d'autres outils. Ses genoux. Contre Whittaker, il l'avait démolé au corps. Là. Contre Whittaker, puis juste avant, contre le lutteur, excusez, j'ai un blanc, la vedette américaine de lutte. Bref, il y a 2 combats. Il l'avait, excusez le terme, défoncé à coups de genou. Bon Nicole. Genou, coude, belle approche. Il y avait une espèce d'entrée quand même particulière. Là, on dirait qu'il était focusé sur une chose. C'est dommage. Fin de semaine passée, on a eu un gros show à Abu Dhabi. Gros pay-per-view, encore une fois, sur les ondes de TVA Sport. C'est pas passé grand-chose à part la demi-finale et la finale, à part probablement un des KO les plus violents que j'ai vu de ma vie, les plus malaisants. Si vous avez écouté là, sur TVA Sport, vous avez entendu un silence. Honnêtement, moi j'ai resté figé. C'est le KO à Sal Kills face à Akparas. J'ai eu peur pour vrai. Honnêtement, j'ai fait... Ah non, c'est pas aujourd'hui que ça va. On a toute peur du jour où quelqu'un va mourir dans un ring ou un octogone. Hey, sérieux, là, ça c'était violent. Ça, puis un coup de bâton d'en face, je pense que c'est similaire. Shin to shin, l'expression qu'on aime employer, là, c'était incroyable. Puis moi aussi, je l'écoutais, puis ça fait « Oh! » Puis il y a un silence. Il y a un silence. Honnêtement, c'est comme si on avait débranché du mur là, quand il était encore debout. Il est tombé, il a rebondi sur le tapis. Puis ça a pris du temps avant. Puis tu sais, quand tu vois la jambe shaker un peu, là. Puis je dis tout le temps... On joue au hockey, on joue au baseball, on joue pas à se battre. Puis ça, c'est exactement la bonne image, pas une belle image, mais la bonne image pour illustrer ça, justement. Là. Pour vrai, j'avais hâte qu'il se relève. En même temps, c'était beau. C'était quelque chose. De toute beauté. C'était de toute beauté. Mais oui, après est plate un peu. Quand tu vois le gars faire des convulsions au sol, c'est jamais bon signe. C'est ça, parce que t'enlèves rien à Salkill qui a fait un KO extraordinaire. Mais on dirait que tout le monde était plus inquiet d'Akparas que d'être content de la victoire de Salkill. Mais Salkill avait accepté ce combat-là. À 10 jours d'avis, il est arrivé là. Puis je pense que Akparas était classé en plus. Là, fait qu'il va rentrer dans les classements. Mais c'est un solide coup de pied, là, honnêtement. Mais tu sais, faut pas jamais oublier que c'est un sport de contact. C'est un sport de frappe. Oui, ça peut arriver. Mais tu as vu Salkill après, il est resté quand même assez humble. Oui. Dans sa célébration. Puis après...
Il n'a pas commencé à sauter dans la foule après, puis je pense que c'est correct aussi. Hein. Il y a beaucoup de respect là-dedans à voir. Exactement. Là. Ah, oui. C'est là que je voulais en venir. Ouais, on se frappe dessus, puis peu importe, mais au bout de la ligne, c'est un des seuls sports qui commence avec une poignée de main, puis il finit avec une poignée de main. On commence, on se dit, hey, let's go, on y va. On se tape dessus pendant 25 minutes, on est ensemble, on s'embrasse, hey, c'est le fun. On va aller prendre une bière avant quasiment. Exact. Mais justement, oui, on ne joue pas à ça, mais ça demeure un esprit sportif. Puis moi, de toute ma vie, j'ai fait un petit parcours de 9 combats amateurs en MMA, j'ai compétitionné en jiu-jitsu. J'ai jamais haï un de mes adversaires. Non, ben si tu te bats avec Langer, j'ai toujours dit ça marchera pas. Ça marchera pas. Il y en a peut-être que ça fonctionne pour eux, mais tu sais, quand tu parles à tes amis, hey Matt, là, lui là, tu faut que tu te défends. Non. Moi, je vois ça comme une démonstration sportive que je m'en vais faire. Ben, je pense puis je veux gagner, je veux l'éclater, mais je l'haïs pas, le gars. En demi-finale, Mackenzie Dern qui est devenu champion du monde. Combat, quand même, pour vrai, là, je l'ai réécouté après. Ils se sont tabassés quand même, là, honnêtement. Là. Puis, tu sais, on a vu l'évolution de Mackenzie Dern avec son combat debout parce qu'au début, c'était déficient et pas à peu près. Qui a du jiu-jitsu. Là, son jiu-jitsu n'a pas marché non plus. Jandy Robon, on va se le dire, là, a vraiment bien travaillé à terre. Elle l'a envoyé à terre. Elle n'a pas voulu travailler au jiu-jitsu. Elle se tenait loin. Elle a fait de l'anti-jiu-jitsu, on va se le dire. Là. Mais c'est ça, il faut faire contre Mackenzie Dern. Mais devenue championne du monde, elle était classée 4e, Bol a classée première. Puis je pense aussi, tu sais, pas être méchant avec Jandy Robon, mais je pense que pour l'UFC, il voulait que Mackenzie gagne. C'est plus vendeur, on va se le dire. On va s'arrêter là dans notre analyse des forces en présence. Mais oui, tu sais, Mackenzie Dern, c'est une belle vedette au sens... Bon, belle dans tous les sens du terme, mais elle a un aura aussi. Tu sais, c'est une fille, moi je la suis depuis ses débuts en jiu-jitsu. Tout gars de BJJ, c'est son crush, Mackenzie Dern, tu sais. Puis, elle a toujours vendu. Même dans un sport qui était super de niche, tu recules il y a 10 ans, elle vendait quand même. Tu sais, tout le monde la connaissait. Elle est championne du UFC, avec l'histoire avec sa fille et tout. C'est de l'or en barre d'une organisation comme le UFC. Hey, t'es un gars de Jiu-Jitsu, j'ai une question pour toi. Okay? Je l'ai marqué ici, je ne te l'ai pas donné, voir si tu vas le... Bonne question. Mackenzie Dern, c'est la deuxième personne qui a gagné le titre de l'UFC. Ouais. A gagné ADCC, donc ça c'est une grosse compétition de Jiu-Jitsu, la plus grosse compétition de Jiu-Jitsu, à Black Belt, et qui a gagné IBJJF, qui est une autre grosse compétition de Jiu-Jitsu à travers le monde, Gi Enogi. C'est la deuxième personne qui a réussi à faire ça dans l'UFC. C'est qui l'autre? Pas Morilo Bustamante. C'est un Brésilien aussi. C'est un Brésilien aussi. Bustamante, il n'avait pas gagné le Fabricio Verdum. Je pensais jamais que t'allais le trouver. Exactement. Oui, Verdum, il avait gagné DCC aussi, en T-shirt d'ailleurs. J'étais à genoux dans mes bas, man. Pour vrai, je pense... je suis très imprès. Wow! Je pensais jamais t'allais le trouver, mais oui, exactement. Fabricio Verdum et Mackenzie Dern ont gagné les championnats du monde, les DCC, BGGF, Gi Enogi et la titre de l'UFC. Puis Mackenzie Dern, funny fact, en plus, avait gagné le Abu Dhabi Championship, qui est aux Émirats Arabes Unis, qui est comme la 3e plus grosse compétition, avait battu Gabi Garcia. Écoute, c'est incroyable. Elle a tout un palmarès. En finale, une finale qui a tombé à l'eau, à cause d'une faute. Cyril Gane qui avait bien commencé le combat, on va se le dire. Très rapide, avait mis du dommage dans le visage à Aspinall. Mais là, honnêtement, là, tu sais, on a vu la reprise, les 2 doigts dans les yeux, là. C'était un hook, là. On s'entend, là. C'était plus qu'un eye poke, là. Aspinall qui dit « eye poke me to the knuckle », tu sais, jusqu'aux jointures. Ouais, c'était sévère. Puis, tu sais, on parlait tantôt, on eu des athlètes, des fois, quand c'est pas une position des juges. N'importe quoi, ça. Mais là, le monde en veut à Tom Aspinall de ne pas avoir continué. Pas lui qui a fait la faute, là. On s'entend, là. C'est pas lui qui a fait de la faute. Il aurait-tu pu continuer, il aurait-tu pas continué? Hey, ça y appartient. Puis, écoute, un high poke, n'importe qui en a un, même quand tu fais du sparring avec des gants de boxe, juste le Moses de pouce du gant de boxe dans l'œil, tu vas pendant tout l'après-midi après. C'est dommage. Moi, j'avais Cyril Gane gagnant. Mon bet, c'était ça. Au début, c'est un athlète que j'adore aussi. Rapide, puis il l'a démontré. C'est ça qui est dommage. On était pour avoir tout un combat. Spinal, t'es dans l'eau chaude, là. Mais... moi, là, je serais plus du genre à disqualifier que faire un no contest. Ouais, rendu... Parce que c'est une fois, il s'est fait avertir 2-3 fois dans le premier round de dire OK, fais attention à tes doigts. Ce qui rend c'est beaucoup une faute. comme ça. Donc, c'est une faute. Même si c'est accidentel, c'est une faute. Ben oui. Donc, no contest, moi, j'ai de la misère avec ça. Si je dépasse la limite en voiture, même si j'ai pas fait exprès, c'est un ticket quand même. Puis, tu sais, à la fin de la journée, je pense que ça change rien. Tu sais, je pense que Dana White a déjà dit qu'il était pour avoir un automatic rematch. Je pense que tout le monde veut voir aussi. Mais ça aurait donné tout un combat. Puis ce soir-là, je pense que Cyril Gane, c'était sa soirée. Ça allait bien, ça allait bien.
Puis ça relance tout le débat avec les gants. Moi, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? ben, Trevor Whitman, qui est un coach très connu dans le monde du MMA, il a entraîné plusieurs champions du monde, lui a développé une sorte de gant qui plie un petit peu plus parce que, écoute, un gant d'UFC, on en a sur la table, c'est fait pour être comme ça. Tu sais, là, peut-être 6 mois, 8 mois, ils ont essayé des nouveaux gants. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait une courbe dedans. Puis il était plus petit. C'était plus au niveau de la manœuvre, des choses comme ça. Puis ils ont enlevé, c'est pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que des combats qui avaient ces gants-là, il y avait moins de knock-out. Il n'y avait plus de knock-out. Mais là, je pense pas que c'est à cause des gants, je sais pas. Mais peu importe. L'échantillon aurait dû être plus long, je pense, de test. Mais écoute, je pense des gants des Pride. Ouais. Du Pride, là, il y avait comme une espèce. Il y avait 2 jointures qui se pliaient. C'était plus gros un peu. C'était un petit peu plus gros. Ouais. Ça pourrait être une option, mais en même temps, il n'y a pas de solution. Tu y a peux rien pas de coudre magique. les doigts ensemble, tu peux pas les recouvrir. Ça marche pas. Peut-être être plus sévère. Parce que tu sais, t'as des combattants. John Jones, je pense que c'était prémédité, par contre. Là, mais tu regardes un Cyril Gane qui fait beaucoup de in and out dans son style de combat, qui est correct, c'est ça sa force. Il bouge comme un middleweight. Mais avoir les doigts ouverts, peut-être ça peut être plus pénalisé. Je sais pas. Il n'y a pas de solution magique, comme tu dis, mais je pense que t'es déçu aussi. C'est seulement la 2e fois qu'un title fight se finit en no contest. Le premier, c'était... Randy Couture. Non, c'était John Jones encore. Il avait gagné le combat face à Daniel Cormier, le 2e, mais c'était fait tester positif après, fait que ça avait changé en no contest. C'est vrai. Puis il y avait eu ça, mais là, c'était pas pour un title fight contre Matt Hamill. C'est coups de coude illégaux aussi. Sa seule défaite. Ouais, exact. Ouais, sa seule défaite. Sa seule défaite. Matt Hamill peut dire qu'il a battu. Il a battu, c'est le seul. Il a battu, exact. Je le prendrai. Hey, c'est ce qui me fait au round 1. Qu'est-ce qui arrive après le round 1? C'est pas le round 2. Round 2. On parle de qu'est-ce qui s'en vient. On est réchauffé. Donc, on est réchauffé, et pas nécessairement dans la semaine qui s'en vient, mais des choses à surveiller pour justement pas en manquer. Puis à toutes les semaines, on va vous rappeler de qu'est-ce qui s'en vient. Notamment, il y a un gros combat de boxe qui s'en vient. Jake Paul face à Gervonta Davis le 14 novembre prochain à Miami. Gervonta Davis, 130 livres, 5 pieds 5. Il se battait chez les légers. Il va se battre contre Jake Paul, 6 pieds 1, il se battait chez les lourds légers à 200 livres. Matt, est-ce que le spectacle va trop loin? Bon, t'as dit c'est un combat de boxe, c'est vrai, c'est ça le sport, mais est-ce un combat, je veux dire, oui, ça va trop loin. Moi, j'ai jamais été fan depuis le début de Jake Paul puis toute son approche, puis c'est correct. C'est un sport spectacle, ça va, Mike Tyson, il a affronté des légendes du UFC, c'est correct. Mais là, affronter un gars de 135 livres, à un moment donné, jusqu'où on va arrêter? L'homme contre la bête après? Ouais, mais Davis est invaincu en plus de 30 combats. Là. Avec toute ton expérience de combat, Pat. J'essaie de nous convaincre que ça va être le fun. Puis, vous savez quoi? Je vais le regarder. Je veux dire, d'un œil attentif. C'est sur Netflix. C'est ça, en plus. On l'a gratuitement si on est abonné à Netflix. Mais, à un moment donné, on veut prouver quoi avec ça? Devant Davis, je me mets à sa place. Fine. Ça va faire un coup d'argent. C'est bien beau. Et puis même lui, il trouve pas ça cool. Ben non. Dis-moi, la boxe est rendue à une place où j'aime pas. C'est mon dernier combat, c'est fini. Absolument. Puis, tu sais quoi, faire un beau dernier coup d'argent, je ferais pareil aussi avec ces montants-là. Mais on va prouver quoi? Jake Paul, je pense que sa recette, sa formule, il l'a poussé à l'extrême. C'est des génies de marketing, les frères Paul, quand même. Les admets. Son frère Logan à WWE, j'adore ça. Là. Il est excellent dans son rôle, super high fly. Il est bon lutteur à WWE, puis c'est un bon méchant en plus. Ouais. Mais ça, je sais pas. Moi, perso, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je vais le suivre parce que je suis un mordu. Mais on va-tu gagner des nouveaux fans de boxe avec ça? Pense pas. Pense pas non plus. Pense pas. Ça se passe le 14 novembre à Miami, mais je parle de ça parce que surtout en demi-finale, le Québécoise qui va se battre pour le championnat du monde, Leila Baudouin va se battre face à Alicia Baumgartner pour le titre WBA, IBF, WBO. C'est un combat chez les super plumes à 130 livres, mais je pense que c'est la première fois, pas mal sûr, c'est 12 rounds de 3 minutes chez les femmes. Ça change la donne, ça. C'est particulier. Puis, imagine, là, elle va se battre à Netflix, dans un stade plein. Ben là, il reste encore à peu près 6-7 000 billets de vendus. Là. On n'est pas vraiment content du côté de Jake Paul de la vente des billets. Mais c'est un gros événement, là, honnêtement, pour la Québécoise Leila Baudouin, qui est 13 victoires, 1 défaite. Ça va se battre pour le championnat du monde. De là, ce que Jake Paul fait bien, il met en lumière des athlètes, surtout féminines en plus. Regarde, Kim Clavel, c'est exemple. Ça, on va en parler tantôt avec Kim. Oui, puis il y avait une demi-finale à son combat contre Mike Tyson. Bref, c'était incroyable. Ça, je trouve ça le fun, par contre. Puis, tu sais, avoir une plateforme comme ça pour Leila Baudouin, c'est
merveilleux. Par contre, elle a une grosse commande devant elle. Là. Ah, ben, regarde, c'est un combat de championnat du monde, c'est sûr. Là. Puis, Baumgartner. Elle a toute une attitude a aussi. toute une attitude, exact, c'est ça. Je sais pas si t'as vu la vidéo, là, ils sont dans des ice baths les deux. Puis... Ah ouais, c'est ça. C'est quelque chose, mais ouais, elle a toute une commande devant elle. Léla Baudouin, je pense que c'est quelqu'un qui fait ses devoirs. Encore là, une belle athlète, une belle personnalité, une belle prestance. Super talentueuse. Je souhaite le plus grand des succès. Parcours là, extraordinaire pour ouais, Léla Baudouin. On vient ici au Québec. Ça va se passer le 21 novembre au Casino de Lac-Lémy. C'est Samouraï MMA. Je vais en parler parce qu'il faut mettre la lumière sur une place où on développe la relève des arts martiaux mix ici au Québec. Samouraï MMA, c'est leur 12-13e show. Là, je m'excuse, je m'en souviens plus. Là. Mais il reste que... il va y avoir des gars comme Leblanc, Morrison qui va être là, Michael Dufort. Des gars qui pourraient passer à un niveau supérieur. C'est un beau tremplin, Samouraï MMA, pour aller dans des organisations qui ont plus d'envergure. Ça en prend un. Ouais. Samouraï MMA de ce monde au Québec, puis ils le font très bien. Déjà que le MMA amateur est illégal au Québec en plus, ça, je pense que ça serait un gros sujet à un moment donné. Ah, ouais. Mais ça, c'est une belle plateforme pour ces gars-là. Tu blogueras avec la ministre des Sports. T'inquiète, en politique, toi. On n'y manquera pas. Ouais, c'est un non-sens, ça n'a aucun sens. Puis non, tous les noms québécois qu'on connaît, je connais tous ces gars en plus. C'est des good guys, des gars qui ont les couteaux entre les dents. Un autre gars surveillé là-dedans, Maxime Côté. Ouais. Encore là, Jiu-Jitsu, une bête, il a tout gagné en Jiu-Jitsu. Au Québec, je pense que c'est un de nos meilleurs athlètes au Canada en Jiu, ancien judoka de haut niveau. Il est solide. Il est solide par MMA. Un petit faux pas à son premier combat, mais il s'est bien repris depuis. Il est quelque chose. Bon, j'en parle parce que c'est le 21 novembre. Les billets sont toujours en vente au Casino de Lac-Lémy. Vous voulez encourager la relève de demain, avoir des prochains Georges Saint-Pierre, des prochains David Loiseau ou des prochains Charles Jourdain, on ne sait pas. Des Patrick Côté. J'attendais que tu le dises. On est rendu au troisième, là, ouais. Si je vais être payé. En fin de semaine, UFC Fight Night, ça se passe sur les ondes de TVA Sport, TVA Sport 2 à partir de 17h. Steve Garcia face à David Onama. C'est pas un gars-là qui a des super gros noms. Ça va se passer au Apex. Garcia qui est sur 6 victoires consécutives. Son dernier face à Calvin Kattar, quand même une grosse victoire. Onama, 4 victoires consécutives. Sa dernière face à Chikadze, quand même une grosse victoire aussi. Ouais. Deux combattants qui peuvent monter rapidement dans les classements. Mais ce que je veux dire par là, je ne vais pas trop m'attarder sur eux autres, c'est quand il n'y a pas des gros noms, souvent ces cartes-là, ça peut devenir les meilleures parce que les gars n'ont rien à perdre. Toute la lumière est sur eux autres. Il n'y a pas des grosses vedettes qui vont leur voler le spot. Fait que souvent, on voit des performances assez solides. Là. C'est toujours les gros shows. Comme tu dis, ils veulent monter vite. Puis, si on regarde les cartes préliminaires des galas de UFC, que ce soit pay-per-view ou pas, souvent, le show, il se retrouve là. Les gros knockouts, les grosses soumissions. Regardez ça, puis c'est des noms que vous allez suivre dans les prochaines années. Fait que... écoute, un nom qu'il faut checker, il se bat sur la carte principale, Tempa Gorimbo. Okay? Toute une histoire. Une histoire incroyable. Ce gars-là était au Zimbabwe, orphelin. Il est devenu un trafiquant illégal d'or et de diamants. Il s'est fait pogner, il s'est fait envoyer les chiens après lui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé en Afrique du Sud. Là, il a commencé à faire des arts martiaux mix, il a commencé à trouver ça. Puis là, finalement, il a réussi à avoir un combat à l'UFC avec plusieurs étapes. Mm-hmm. Et son histoire est devenue publique. Et Dwayne Johnson, The Rock, ça a vraiment touché The Rock. Puis à un moment donné, il l'a attendu à l'extérieur du gym, il l'a amené à une maison, puis il dit « Mon chum, ça c'est ta maison à cette heure, tu n'auras plus besoin de dormir sur le plancher du gym. Tu vas avoir une place pour rester. » Il dit « Je m'occupe de tout. » Puis tu vas être capable de gagner des combats, faire de l'argent, parce que lui, son but, c'est de faire des puits pour avoir de l'eau potable dans son village. Mais c'est incroyable, cette histoire-là. Là. Une histoire de Walt Disney. Là, c'est vraiment cool, ce type d'histoire-là. Puis un gars comme The Rock qui embarque là-dedans. La philanthropie, c'est là que des fois, on peut voir jusqu'où ça peut aller. Mais puis talentueux, le gars. Il est bon. En plus, il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. On parle du couteau entre les dents. Lui, sa vie, il s'est battu pour la gagner. Fait que c'est vraiment intéressant. Allez voir ce gars-là. Regarde, c'est une petite carte, mais tu as des histoires comme ça. Exact. C'est ça qui est cool. C'est le fun à suivre. Là. Ouais. Donc, ça va être samedi sur les ondes de TVA Sport à 17h. S'il n'y a pas de match 7 de baseball, ça n'arrivera pas. Non, ça arrive. Je suis carré de me coucher tard aussi. Il y a ça aussi. Hey, c'est ce qui m'a fait au round 2 et on s'en va sur les High Poke News. High Poke News. Matt, les High Poke News, c'est des nouvelles qui nous ont crevé les yeux dans la dernière semaine. Et il y en a quelques-unes. Je commence avec la boxe. Jean-Pascal, qui laisse personne indifférent, à 42 ans, veut faire un dernier combat parce que face à son dernier adversaire, Michael Cheslak, en juin dernier, il a perdu.
On va se dire, il n'a pas super bien paru. Non. Il était lent, il était pas l'ombre de lui-même. Je trouve ça plate lorsqu'on voit des combattants de même. Pour moi, Jean-Pascal, et si tu enlèves Arturo Gatti, là, qui est italien-canadien, pour moi, Jean-Pascal, c'est le meilleur boxeur canadien qu'on a eu avec, 100%. au niveau performance. Les titres qu'il a gagnés et tout. Ouais, vraiment. Mais je trouve ça triste à la fin quand on s'accroche comme ça puis qu'on va peut-être se souvenir. On veut pas se souvenir juste du dernier combat. On veut vraiment se rappeler de sa carrière. Il n'est pas rendu là encore, mais on pense toujours à des Roy Jones de ce monde qui se sont accrochés jusqu'à la fin. T'sais. Bref, je connais pas ses raisons personnelles. Je trouve ça plate aussi. Bon, vouloir faire un combat d'adieu, ça peut être correct, mais son dernier combat, il s'est battu en championnat du monde, son dernier combat. C'est quand même incroyable. Puis, chapeau à lui, mais il a toujours un style un peu échevelé, mais axé sur ses performances physiques, puis il l'a toujours bien fait. Quand on parle de gamer, Jean-Pascal a reculé devant personne. Ouais. Puis, il l'a fait encore, mais là, ce style de combat-là, ce type de physique-là, quand tes habiletés physiques baissent, ça devient difficile. C'est un boxeur puissant. Il lançait des bombes des deux mains. C'était pour défoncer le mur à chaque fois, tu sais, dont son fameux coup de la pince à cils. Ouais, pince à cils. Ouais. Mais bref, moi, c'est mon idole de boxe. Quand j'ai commencé à faire des sports de combat, Jean-Pascal, il y avait sa ride, je l'ai toujours suivi. J'allais voir les vieux galops Stade Uniprix dans le temps qu'ils se battaient pour le gym. Tu sais, je l'adore, mais là, je trouve ça dommage. Je veux pas qu'on se rappelle de ça. Tu sais, je trouve ça un petit peu triste. L'adversaire, on verra qui va vouloir signer le combat. On veut gagner quoi là-dedans? Je ne sais pas. Il a mentionné des noms. Là. Il a mentionné Francis Lafrenière qui refait un retour à la boxe le 29 novembre prochain. Il a parlé de David Lemieux aussi. David Lemieux s'est battu le dernier coup en 2022. Mais est-ce que lui qui veut, depuis que l'UFC est venu à Montréal en mai dernier, il veut David Loiseau? Les deux essayent de mousser, de faire pogner la mousse, mais le beurre ne pogne pas. Il essaye, ses réseaux sociaux, il essaye de créer un engouement. Ça ne marche pas. David, pour moi, c'est un de mes amis, un des meilleurs combattants qu'on a eu également, mais ça fait des années qu'il a pris sa retraite. Oui. L'engouement, est-ce que ça vendrait, tu penses? Tu sais tout le respect que j'ai pour David Loiseau, là, mais qui a 35 ans et moins qui connaît David Loiseau, sportivement parlant? Très peu. Fait qu'on veut vendre quoi? Même Jean-Pascal, tu l'as dit, 42 ans. Bon, ça nous ressemble, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, à un moment donné, ton temps passe, puis essayer de faire mousser à la sauce réseaux sociaux d'aujourd'hui, comme tu dis, beurre pogne pas. Ouais, elle a essayé de refaire une espèce de gala de Jake Paul, aller chercher combattant d'arts martiaux mix, puis là, s'ils perdent, on va faire un combat en MMA, Conlin. Ça marche pas. C'est à petite échelle. Puis, en tout cas, si ça arrive, tant mieux pour les deux. Je pense pas qu'ils vont faire de l'argent comme Jake Paul puis Mike Tyson, on s'entend. Netflix sera pas là. Mais Netflix sera pas là, exact. Fallait pas passer à côté de ça. Louis Jourdain, qui a été chercher son contrat à l'UFC. Ça se passait le 30 septembre dernier face à Diaz dans la série Contender. Un exploit jamais fait. Les deux premiers frères canadiens à l'UFC, c'est assez solide. Les deux se battent à 135 livres. Jourdain qui... c'est un exemple de résilience. Il y a eu beaucoup de blessures dans sa carrière. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules. Il y a cru. Puis il est allé chercher une performance extraordinaire, là, sans faute. C'est incroyable. Puis, on s'entend, l'UFC aime les finishes. On écoute Contender Series. C'est pas parce que tu as gagné ton combat que tu as ton contrat. Là. Écoute, Dana White était très excité sur Louis Jourdain. Et avec raison. Comme tu dis, un gars qui a eu un parcours en montagne russe. Moi aussi, je le suis depuis ses débuts. Louis, je l'ai connu quand c'était deux petits gars qui s'entraînaient au Pro Star à Saint-Hilaire, qui commençaient lui et son frère. Toujours eu un talent qui sortait par les oreilles. Mais il a manqué certains rendez-vous des fois. Mais là, on a vu son travail dans les dernières années rebâtir ça. Il a été faire un parcours en boxe aussi, je pense. Tout. Et là, il a sorti en feu. Mais honnêtement, là, peut-être que je vais me faire lancer des roches, là, mais skills-wise, je pense qu'il est meilleur que son frère. Pas vrai. Plus crafty. Puis Jourdain, je le trouve extraordinaire. Là. Il a 10 fois plus de talent que moi que j'en avais, là, on s'entend. Il est beaucoup plus spectaculaire que Louis. Mais Louis, point de vue skills, j'ai comme l'impression qu'il est en train de le rattraper. Là. Peut-être en train de le dépasser. Encore là, du peu de temps que j'ai été dans la même salle d'entraînement avec eux, Louis, même jeune, avait vraiment beaucoup de talent. Charles aussi, comme tu dis. Je pense qu'il est plus crafty, Louis. Au niveau de sa boxe, bon sol aussi. Il est très complet. Puis je pense que son fighting IQ est très bon. Fait que c'est super excitant de voir un gars comme ça. Deux frères, c'est de feu. Puis ça arrive à un bon gars. Tu sais, Charles Jourdain a son style, autant sa personnalité. Puis Louis, un autre style aussi. Fait que c'est bon de voir la différence entre les deux frères.
Puis écoute, les deux ensemble, ça peut juste... Encore là, tu parlais de marketing puis tout pour le UFC. C'est incroyable. Ouais, imagine, là, les deux frères, c'est la même carte. On vient ici à Montréal. C'est Ça sold va out. être fantastique. Ça va être Exactement. écœurant. Pour vrai, c'est des bons vendeurs. Mais c'est le Parlant de bons vendeurs, qui était un bon vendeur, Conor McGregor, qui a retrouvé la voie. Grâce à qui? Au Dieu puissant. Dieu, c'est Encore. fort. Dieu est fort. c'est Hein? fort, Dieu est tout-puissant. Mais ça arrive de coup, ça. Ça arrive de... Il me semble que le mois passé, il était encore, il était encore en train de se défoncer. Sur un bateau Lamborghini. Exact. Tu sais, je veux dire. Et là, finalement, McGregor, à 37 ans, dit qu'il est guéri. Il est guéri. Lui, il s'est battu le dernier coup le 10 juillet 2021 face à Poirier. Mais là, il a fait un voyage spirituel. Il a rencontré Dieu. Écoute, il veut revenir pour le show du gala à la Maison-Blanche. Il va se passer le 14 juin à la fête de Donald Trump, évidemment. Mais rien de moins. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moi, il était à l'oratoire Saint-Joseph, les marches sur les genoux. À genoux, peut-être. Ça se passe à Montréal, ces choses-là. Mais ça va durer combien de temps, ça? Écoute, tu sais, quand on parle de rouler sur un nom, puis que quand ton star power, tu l'as tellement moussé dans ta vie, il te suit toute ta vie. Tu m'as souvent dit, les 3 lettres UFC te suivent toute ta vie. Mais tu sais, lui, ça dépasse ça. T'sais, c'est un top seller dans l'histoire. Puis tu sais, moi, Conor, à son prime, je l'adorais. Là. Tu peux pas l'aimer. Il y avait le Anderson Silva aura. Il a changé la game. Ouais, il a changé la game. Tout ce qui touchait marchait. Bon, on connaît la suite. Encore là, ça va être intéressant comme combat. On va tout le regarder. Tu sais, surtout à la Maison-Blanche, à la fête de Donald Trump. On est dans le summum du freak show. Là, réalises-tu ce que tu dis, là, présentement? Oui puis non. Un gala de l'UFC à la Maison-Blanche, on va construire quelque chose devant la Maison-Blanche. Voyons, fais juste penser à Vlad même, juste 5 ans. Là. Ah oui, Pensez à ça, là. Ça n'a aucun bon sens, là. On dépasse toutes les conventions tombes, on dirait. Ça n'a pas Puis, moi, je te dis, je disais une blague dans toi avec Jake Paul, l'homme contre la bête, ça s'en vient. Là. On va sortir les lions devant la Maison-Blanche, puis la reine. La reine, let's go. Mais non, c'est incroyable. Bon, encore là, ça va être un freak show. Mais les adversaires potentiels, on parle de Michael Chandler depuis à peu près 100 ans, là, qui sont supposés se Il battre. a perdu 5 ans de sa vie, man, à attendre après lui. À attendre son money fight. Lui, avec sa pente a descendu. Ça. Bon, ça serait un banger intéressant quand même si McGregor arrive en forme. Ben, l'affaire, OK, ça, puis on va finir là-dessus, mais toi, mettons, là, t'es Dana White, là, est-ce que tu mets Conor McGregor ou John Jones en finale d'un show à Maison-Blanche? As-tu confiance assez en ces gars-là qui se présentent au combat? Parce que, tu sais, on a dit que c'est un freak show, là, mais tu sais, Donald, il dit « Hey, je t'organise ça, mon chum, là. Il n'y a pas d'histoire d'hypoke dans les yeux, puis que ton gars, il fait pas d'histoire de mauvaise carte, là, pas d'athlète, pas de vedette, je veux dire. De pas de vedette, puis que tes vedettes choke, puis ça, tu viens de parler de John Jones puis McGregor. C'est le genre de gars qui peut claquer à la porte à tout moment. Ben oui. Oh, c'est un gros enjeu. Tu sais, Dana White a beau être tout puissant, mais Donald... Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, John peut faire une niaiserie, Conor peut retomber, peut perdre Dieu. Tu vas me dire que ça va avec le personnage Donald Trump, mais c'est pas une belle image pour le sport. Tu sais, en finale, tu mets... Je vais peut-être être sévère, là, tu mets 2 bombes, puis avec des athlètes que... Tu sais, John Jones, c'est le GOAT, là. Tu mets 2 bombes en finale à Maison-Blanche... Non, mais c'est ça qui va arriver. Je sais, c'est ça que le monde veut. C'est ça que ça va ce qu'il va vendre. Mais, OK, ça va-tu être ouvert au public? Côté, je suis en politique un peu, là. Juste côté logistique, sécurité, comment tu gères ça? Puis là, on le sait, le UFC a de plus en plus d'acquaintance avec les Émirats arabes unis, puis tout, l'Arabie saoudite, côté promotion conjointe. Puis là, je suis pas en train d'insinuer des choses, mais comment tu gères ça? Tu sais, Donald a beau dire ce qu'il veut, mais le back-end en arrière de la sécurité et de la défense américaine, tu sais, ils vont dire « Hey, wow, minute, là. On fera pas rentrer n'importe qui derrière les clôtures de la Maison-Blanche, voyons. » C'est pour ça que je me demandais, OK, ça va être un gala historique à cause de l'ampleur, mais tu mets-tu du monde là? Tu construis des estrades? N'importe qui peut rentrer là? Je veux dire... Le président des États-Unis se déplace dans Air Force One avec ses propres camions blindés partout dans le monde. Comment tu vas orchestrer ça? Tu comprends à quel point il est protégé, cet homme-là? Comment tu vas orchestrer ça? La logistique, là... Il peut pas avoir de foule. Impossible. Ben, en tout cas, pas de foule, genre moi plutôt on peut acheter des tickets. Ouais, ben c'est ça. Impossible. Mais je vois pas ça passer moi non plus. Et là. C'est comme tu dis, on en parle, c'est fou, là. Ben, on va avoir le temps d'en parler pas mal parce que c'est en mois de juin prochain. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer là, au niveau de la logistique et de l'approche de ce combat-là. Mais ça va être intéressant à suivre. Puis, petite dernière Hypoke News là-dessus. C'est passé ici à Montréal. Arnold Allen qui s'est fait jumper
dans une ruelle à Montréal. Il a fait un réseau social parce qu'il disait ses prédictions, puis il y avait des bleus d'en face. Puis le monde était là, ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, il l'a dit. Il dit, moi, je suis à Montréal, je m'entraîne au Tristar, c'est là que je fais mes camps d'entraînement. Ça fait longtemps. Puis je me suis pas exprimé en français, puis il y a du monde qui ont pogné l'air après moi, puis je me suis fait tabasser dans une ruelle. On s'entend, Arlen Allen, il est classé 6e chez les poids plumes. Un contre un capable de se défendre. D'après moi, il s'est pas fait jumper tout seul. Ça, c'est sûr et certain. Puis quel événement déplorable. T'sais, à Montréal, on sait, on est un endroit safe au Canada. C'est multiculturel. Ben oui, en plus. C'est un Brit, le gars. Je veux dire, il s'est fait jumper. C'est ridicule. C'était-tu un test dans le domaine interlope? Je sais pas. Ça a tombé sur lui, c'est ironique quand même. C'est ironique, puis ça s'est passé pas loin du TriStar. Les gars, ils sont courageux, pareil. Arnaud, on aurait pu monter puis redescendre avec une coupe de Keller. Il y a du monde là au TriStar pour y être allé plusieurs fois m'entraîner, c'est quelque chose, mais je trouve ça plate. Puis ça fait pas rayonner Montréal, on va le dire. Non, absolument pas. Mais Brennan Allen est ici pour s'entraîner pour un combat qu'il va annoncer prochainement. Classé 6e. Beau talent. Puis on va se le dire au TriStar, il y a beaucoup de monde qui vont là pour s'entraîner parce qu'il y a des beaux talents de main. Les gars des Brits, il y a plein de monde qui viennent de partout dans le monde. Manon Fiorot qui a fait son dernier combat d'entraînement. Non, ça a très bien été. C'est ce qui m'a fait au Hypoke News. Déjà. Ça a été un show, premier show très, très chargé. On avait beaucoup de choses à dire. C'était écœurant. Ouais, j'adorais ça. C'est le fun. Ça met la table pour notre première invitée. Première invitée de la saison du KO Show, Kim Clavel. Wow, j'ai hâte d'entendre ça.